Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est samedi 25 avril 2026 et notre cher ami, notre frère, le professeur Marandi, est avec nous. Bienvenue à nouveau, professeur. Merci Nima, merci de m'avoir invité. C'est toujours un vrai plaisir. Je vais commencer par hier, par ce qui s'est passé hier. On a appris, d'après le ministère iranien des Affaires étrangères, qu'il allait faire une tournée à Islamabad, puis à Moscou, et ensuite à Pékin. Et puis quelque chose est sorti dans les médias traditionnels. En gros, Karine Jean-Pierre, vous savez, la porte-parole de la Maison-Blanche, a déclaré qu'ils allaient envoyer Steve Witkoff, accompagné de Jared Kushner, pour discuter avec les Iraniens à Islamabad. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il y a eu une forme de communication entre les Iraniens et les Américains? Et que se passe-t-il exactement à Islamabad? Non, il n'y a pas de communication directe. Il n'y a pas de négociation directe. Il n'y a pas non plus de négociation indirecte. Désolé, j'ai cette toux qui ne me quitte pas. Ça fait des mois maintenant, ou au moins plusieurs semaines. Pourquoi ils font ça? C'est difficile à dire. Vous savez comment Trump fonctionne et comment la Maison-Blanche fonctionne avec lui. C'est impossible de comprendre pourquoi ou ce qu'il y a vraiment derrière tout ça. Mais il se peut qu'ils ils essayent clairement de faire passer un message au peuple américain, que les Iraniens sont faibles, qu'ils veulent nous parler, qu'ils veulent céder. Et ça, pour deux raisons possibles. D'abord pour gagner du temps, mais aussi peut-être pour préparer le terrain à une attaque. Parce que quand il dit que les Iraniens veulent discuter, qu'ils veulent nous rencontrer, qu'ils veulent renoncer à toutes sortes de choses, et qu'ensuite, quand ça n'arrive pas, il peut sortir et dire, comme il l'a déjà fait une fois, ils avaient promis ça, mais ils ne l'ont pas fait. Alors, il faut les attaquer. Il faut le faire par la force. Donc, l'hypocrisie de la Maison-Blanche de Trump, à mon avis, saute aux yeux de tout le monde. Mais la délégation iranienne se rend au Pakistan. C'est une réponse à la visite de la délégation pakistanaise en Iran, dans le cadre d'efforts de médiation. Et le docteur Ghalibaf, d'après ce que j'ai compris, a envoyé un message écrit aux Pakistanais que très probablement, j'en suis même sûr, les Pakistanais transmettront aux Américains. Et c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Je pense que, comme cela a été clairement dit, à part le jour où nous étions à Islamabad, quand le docteur Ghalibaf, avec le docteur Faghri et le docteur Araghchi, ont négocié avec Vance, Witkoff et Kushner, en dehors de ça, nous n'avons pas eu de négociation directe ou indirecte. Nous avons échangé des messages, comme cela se fait depuis de nombreuses années. Ce n'est rien de nouveau. Donc, le message écrit du docteur Ghalibaf, j'en suis sûr, aura beaucoup à voir avec la situation actuelle entre l'Iran et les États-Unis. Bien sûr, les Iraniens se préparent à la guerre. Ça pourrait arriver à tout moment. Certains pensent que c'est imminent, d'autres un peu moins. Je veux dire, eux, ils ne croient pas que ce soit le cas. En tout cas, les États-Unis ont déployé beaucoup de moyens dans la région. Mais les Iraniens, eux aussi, se sont préparés ces dernières semaines. Et chaque jour qui passe, la crise économique mondiale devient plus explosive parce que le détroit d'Ormuz est fermé. Fermé à cause de la politique de Trump, à cause de la guerre, à cause de Netanyahou, parce qu'on s'en souvient tous. Avant la guerre, le détroit d'Ormuz était ouvert à tout le monde. Et quand la guerre a commencé, évidemment, l'Iran n'a plus laissé passer les navires liés aux 5 pays qui aidaient les Américains à faire la guerre contre l'Iran, qui aidaient les Américains et les Israéliens. Mais d'autres navires, comme des navires iraniens, irakiens, russes ou chinois, continuaient à passer. Et puis, après le cessez-le-feu, je suis désolé de me répéter, vous le savez, et je suis sûr que la plupart de vos auditeurs le savent aussi,
mais c'est utile de rappeler pourquoi on en est là. D'après l'accord de cessez-le-feu, le régime israélien était censé le respecter. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, ils tuent. Ils ont déjà tué au moins 4 personnes au Liban. Ils tuent aussi des Palestiniens en grand nombre, y compris des enfants. Bref, ils étaient censés respecter le cessez-le-feu, mais ils ne l'ont pas fait. Et Netanyahou a commencé à bombarder massivement. Alors l'Iran a dit « Nous, on ne laissera pas passer ces navires supplémentaires ». Les navires supplémentaires, ce sont ceux liés à des pays hostiles, comme les Émirats, le Koweït, le Qatar, Bahreïn et l'Arabie saoudite, qui avaient participé à la guerre contre nous. L'Iran a donc refusé de laisser passer ces navires. Puis, au bout d'une dizaine de jours, Netanyahou a été contraint d'accepter le cessez-le-feu et d'autoriser le passage de ces navires supplémentaires, comme on l'a vu dans le message du Dr Adolphe C. Mais ensuite, Trump a déclaré qu'il allait continuer à imposer un embargo sur les ports iraniens, ce qu'il avait déjà fait quelques jours plus tôt. En d'autres termes, après que le régime israélien a violé le cessez-le-feu, et qu'en réponse, l'Iran a dit « Nous n'enverrons pas les navires, nous ne les laisserons pas passer », les Américains ont imposé un embargo. Et comme les Américains ont dit « on va maintenir cet embargo ou ce blocus », les Iraniens ont répondu « très bien, alors on ne laissera pas ces navires partir ». Donc pendant les 16 ou 17 derniers jours, on aurait pu avoir beaucoup de navires quittant le détroit d'Ormuz pour atténuer la crise économique mondiale. Mais ce que Netanyahou et Trump ont fait, avec leurs violations, c'est aggraver cette crise mondiale. Chaque jour qui passe, la situation pour le monde entier s'empire. Et même s'il n'y a pas de combat sur le terrain, pas d'explosion, pas de frappe aérienne, ni de tir de missiles, cette crise est en train de ronger l'économie mondiale. On a appris hier que des navires des gardiens de la révolution iranienne ont escorté l'un des pétroliers depuis la mer d'Oman jusqu'au golfe Persique, en évitant l'opération de la marine américaine. Les États-Unis voulaient saisir ce pétrolier, mais ils n'ont pas pu le faire parce que les gardiens de la révolution sont intervenus pour le protéger et l'escorter. Est-ce qu'on va voir davantage d'opérations de ce genre de la part des gardiens de la révolution? Et est-ce qu'on se dirige vers une forme d'affrontement? Ce n'est pas une guerre, mais c'est bien une confrontation entre les gardiens de la révolution et la marine américaine. Je suppose que oui. Enfin, je ne peux pas le dire officiellement. Je ne connais pas les détails sur la façon dont on continue à protéger ces navires. Du coup, le risque d'une confrontation augmente. Mais en tout cas, si les États-Unis lancent une nouvelle vague d'agression contre l'Iran, je pense qu'on verra sans doute beaucoup de missiles, de drones et de frappes aériennes. Pour l'instant, tant qu'il y a un cessez-le-feu, je pense que les Iraniens vont continuer à essayer de protéger leurs navires. Et ça pourrait mener à une sorte d'affrontement militaire ou à un incident qui pourrait ensuite prendre une ampleur bien plus grande. La situation est vraiment très tendue en ce moment. Est-ce que la direction en Iran est divisée, comme Donald Trump essaye de le faire croire en Occident, qu'elle serait, d'une certaine façon, fracturée? Il montre ou partage, vous savez, un article qui dit en gros « Allons cibler ceux qui refusent de négocier avec nous et gardons ceux qui acceptent de le faire ». Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, c'est le langage des empires du 19e, du 18e, du début du 20e siècle, celui de l'impérialisme et du colonialisme. Le langage politiquement correct, le langage du droit international, tout ça a été jeté à la poubelle. Et maintenant, les Américains se comportent comme des voyous. Ils agissent comme des voyous. Ils parlent comme des voyous. C'est comme la mafia.
Trump, c'est un parrain de la mafia, et les autres, ce sont ses lieutenants dans les médias. Je veux dire, quand nous étions à Islamabad, le Washington Post a carrément appelé à l'assassinat des négociateurs iraniens. Et quand nous rentrions, on s'attendait presque à ce qu'un missile frappe l'avion. Voilà, ce sont ces médias, ces gens des think tanks, ces politiciens, tous un peu comme les lieutenants d'un parrain de la mafia. Mais non, il n'y a pas de fracture en Iran. Je pense qu'à ce stade, tout le monde comprend comment fonctionnent les médias occidentaux. Même les médias opposés à Trump, quand il s'agit de l'Iran, du Hezbollah ou du régime israélien, ils reprennent la propagande. Et ils parlent de division en Iran, parce qu'ils peuvent se détester entre eux, mais ils sont dans le même camp quand il s'agit de l'Empire. Et bien sûr, quand il s'agit de la République islamique d'Iran et de l'axe de la résistance. Et du côté iranien, c'est clair. C'est comme avant la guerre. Nous avons un dirigeant. La Constitution définit très clairement son rôle et son statut. C'est quelqu'un de très connu, des responsables politiques de haut niveau. Il n'était pas une figure publique pour les Iraniens ordinaires, mais les hauts responsables le connaissaient depuis des décennies parce qu'il travaillait au bureau de l'ayatollah Sayyed Ali Khamenei. Ensuite, nous avons le Conseil suprême de sécurité nationale. Après le martyre du docteur Larijani, un nouveau président a été nommé. Le Conseil fonctionne comme avant. Et le docteur Kalibaf, lui, a reçu un mandat au nom du Conseil suprême de sécurité nationale. Ce conseil réunit les chefs des trois pouvoirs de l'État, le président, qui en est le chef, le président du pouvoir judiciaire et le président du Parlement. Il comprend aussi des responsables militaires, des membres du gouvernement, ainsi que 2 représentants du guide. Avec le soutien du guide, le Conseil suprême de sécurité nationale a désigné le docteur Kalibaf pour mener les négociations avec les États-Unis. Donc c'est clair qui prend les décisions. C'est le docteur Kalibaf. Et c'est lui qui négocie, bien sûr, dans le cadre que le Conseil et le dirigeant ont défini pour cela. Donc il n'y a pas de division, pas de faction. Ce n'est pas un pays fragmenté ou en ruine, avec des groupes différents qui contrôlent chacun leur territoire. Rien de tout ça. C'est un pays normal. Si vous sortez dans la rue, tout est normal. La police est là, les ordures sont ramassées chaque nuit. C'est exactement comme avant. Alors, ce genre de propagande sert surtout à renforcer un certain récit, celui selon lequel peut-être, par exemple, Trump voudrait gagner du temps. Il dirait donc, eh bien, attendons de voir ce qui se passe en Iran avant de pouvoir prendre une décision. Mais il y a aussi un deuxième objectif qui pourrait aller de pair avec ça, justifier une attaque contre l'Iran. En disant par exemple, au fond, ils ne peuvent pas prendre de décision parce qu'ils sont divisés, ou que quelqu'un bloque toute décision. Et donc, il faudrait recommencer à tuer des gens pour que les bonnes personnes puissent décider, et toutes ces absurdités du genre. En réalité, ce serait surtout une façon de gagner du temps, et peut-être même, à terme, une justification pour faire la guerre à ce pays. Mais ça n'a absolument rien à voir avec la réalité en Iran. En fait, si on regardait vraiment les faits sur le terrain avant de faire un tel commentaire, il serait plus juste de dire que ce sont les États-Unis qui sont profondément divisés. On voit que des hauts responsables militaires ont été écartés, le dernier en date étant le secrétaire à la marine. Certains parlent même d'une sorte de guerre interne qui couvrait au Pentagone. On entend de plus en plus de responsables politiques dire que Trump n'est pas apte à gouverner, pas apte à être président. Donc, si on regarde les faits sur le terrain et les informations qui viennent des États-Unis, les divisions, elles sont à Washington, pas en Iran. Personne n'a été écarté du pouvoir là-bas. Aucun haut responsable militaire n'a été déplacé. Aucun responsable politique n'a été remplacé. Le docteur Galibov est toujours en charge du dossier.
Donc tout ça, c'est tout simplement faux. Parce qu'il y avait aussi d'autres informations disant que le docteur Galibov avait été écarté de son poste de principal négociateur ou de chef de la délégation iranienne. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ils en parlaient aussi. Et selon vous, qu'est-ce qu'ils cherchent à obtenir avec ce genre de discours? Quel est l'objectif principal? Parce qu'on sait bien que le système iranien, ils n'ont pas d'informations directes venant d'Iran. Alors, ils essaient d'en fabriquer pour eux-mêmes, pour le public occidental. Quelle est votre lecture de tout ça? Eh bien, je pense qu'il y a aussi une part de guerre psychologique à l'intérieur de l'Iran, une tentative de faire croire aux gens que la situation n'est pas bonne. Parce qu'au fond, une large majorité de la population ici pense que l'Iran a gagné la guerre. Et une large majorité d'Iraniens estime que le gouvernement ne doit surtout pas faire preuve de trop de souplesse à la table des négociations. En ce moment, les Américains essayent d'obtenir des concessions à la table des négociations, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire sur le champ de bataille. Alors, une façon d'y parvenir, c'est de démoraliser les Iraniens, de les diviser, de leur faire craindre pour la stabilité du pays, je suppose. Mais ça n'a pas eu cet effet. Je pense que les Iraniens voient clair à travers toute cette propagande. Ils vivent avec la propagande occidentale jour et nuit, tous les jours. Et ça dure depuis des décennies. Je ne pense pas que ça ait un impact en Iran, mais je crois que Trump s'adresse surtout à sa propre base. Il essaye de le faire parce que la guerre est impopulaire. Donc d'un côté, il cherche peut-être à gagner du temps, à dire eh bien, ils n'arrivent pas à se décider. Peut-être qu'il veut renforcer sa présence dans la région, ou voir s'il peut trouver une porte de sortie. Mais aussi, s'il prévoit d'attaquer, et c'est tout à fait possible, très possible même, il voudra pouvoir convaincre sa base qu'il a essayé d'obtenir la paix, mais que c'est l'autre camp qui n'a pas su bouger, parce qu'il y a les durs, les modérés, et qu'ils sont en guerre entre eux. Ce genre de discours. Donc à mon avis, tout ça a beaucoup à voir avec sa propre base électorale aux États-Unis, mais aussi avec une tentative d'avoir peut-être un effet sur le terrain en Irak. Et ces 8 femmes que Donald Trump a sauvées de l'exécution, qu'en dites-vous? Ils étaient tous aveugles, si tu as remarqué. Ils avaient tous des images similaires. Et oui, tout ça c'était faux. Mais tu sais, ça en dit long sur beaucoup de gens. Par exemple, je ne sais pas si tu as vu mon débat avec Piers Morgan il y a 3 ou 4 jours, mais lui aussi a tweeté ça en disant « Oh, c'est une excellente nouvelle ». Pourtant, je suis sûr qu'il savait que c'était faux. Je suis sûr qu'il le savait au moment où il l'a fait. Oui, il a des producteurs, ils font des recherches, et c'était évident que tout ça était bidon. Il n'y avait pas une seule femme sur le point d'être exécutée pour, je ne sais pas, une rébellion armée ou quoi que ce soit. C'était juste du n'importe quoi. Donc ça aussi, ça fait partie de la guerre psychologique. Et Trump s'en est servi à la fois pour diaboliser l'Iran, mais aussi pour dire « Eh bien, ils ont décidé de ne pas les exécuter. Donc les Iraniens m'ont fait des concessions. » Il veut renforcer sa position chez lui et dire « Regardez, mes menaces, mon pouvoir, ma position ont forcé les Iraniens à céder. » Tu vois, c'est ce que Trump fait. En fait, c'est la seule chose qu'il sait vraiment faire. En fait, je ne suis pas sûr, professeur Marandi, que Piers Morgan connaissait vraiment la réalité. Parce que ce type, il est tellement plongé dans la rhétorique occidentale, et c'est l'un des principaux. Enfin, si je dis ça, c'est parce qu'il a retweeté le message de Trump quelques heures plus tard. Et je sais qu'il réagit à mes propres tweets. Et Vous savez, moi et d'autres, on a écrit que c'était une fausse info.
Peut-être, je veux dire, c'est pas impossible. Mais bon, aujourd'hui, c'est plus comme avant. Maintenant, les gens se sont réveillés un peu partout dans le monde. Par exemple, avant, quand des gens comme moi disaient quelque chose en ligne, il y avait beaucoup moins de likes et de retweets qu'aujourd'hui. Maintenant, les gens voient clair dans la propagande. Ils voient bien que Trump invente des choses. Avant, je pense que si on avait sorti une histoire comme celle de 8 femmes sur le point d'être exécutées, ou peu importe, beaucoup plus de gens l'auraient cru. Et c'était souvent comme ça. La propagande anti-iranienne marchait beaucoup mieux à l'époque. Mais aujourd'hui, les gens voient à travers tout ça et ils réagissent davantage parce qu'ils savent quels sont les objectifs derrière. Ils savent que ces mensonges servent à justifier la mort, la destruction et les meurtres. Comme tu vois, Trump a récemment prolongé le cessez-le-feu au Liban, non? Mais Israël tue des civils libanais en grand nombre, vraiment en grand nombre. 4 personnes déjà, rien que ce matin. Et à Gaza, le massacre est terrible, le génocide continue. Mais tu sais, dans les médias occidentaux, on n'entend parler que d'un cessez-le-feu prolongé. On pourrait croire qu'à Gaza, il y a vraiment un cessez-le-feu. Mais aujourd'hui, les gens voient clair. On vit dans un contexte très différent. Les gens se sont réveillés aussi. Chaque jour où le régime israélien commet des atrocités, ça ne fait que renforcer le mouvement antisioniste. Ça réveille encore plus de monde parce que tellement de gens sont maintenant impliqués et ils réagissent négativement à ce qu'ils voient. Donc, quand Trump diffuse cette propagande ou qu'il la répète à propos de ces 8 femmes, avant, je pense que ça aurait eu beaucoup plus de soutien public parce que beaucoup de gens étaient ignorants bien plus qu'aujourd'hui sur ce qui se passe vraiment dans le monde. Mais aujourd'hui, j'ai le sentiment que ce n'est plus le cas, que les États-Unis n'ont plus la même capacité à manipuler l'opinion publique à l'échelle mondiale qu'ils avaient autrefois. Mais peut-être que vous avez raison. Je veux dire, peut-être que Piers Morgan pensait vraiment comme ça. Mais ces producteurs, eux, font leurs recherches. Ils sortent, ils vérifient les infos et ils savent ce que je publie sur Twitter. Ils savent aussi ce que d'autres publient. Alors quand ils postent quelque chose comme ça, j'ai du mal à imaginer qu'ils ne soient pas au courant. Et s'ils ne l'étaient pas, il aurait sans doute été informé très vite après. Mais encore une fois, c'était ce qu'on a mis. Professor Marandi, what's going on? I think it's much deeper than that. And you look at the way that the Israeli AI generated videos, they're trying to picture that Iranian women were somehow raped during the protests, Iranian kids were raped. And looking at the numbers that they're giving us, even the President of the United States talking about 45,000 people were killed. We had some sort of 80,000 people. So where did it come from? Looking at what has happened in Gaza, I think they're trying to diminish, somehow distract people from the reality in Gaza, from what has happened in Gaza. Because we had this case of rape in Israel. Parce qu'on a eu ce cas de viol en Israël. Des prisonniers violés, tu sais, les gens qui avaient été capturés, les Palestiniens détenus en Israël, ils les violaient devant la caméra. On a eu ça. Ils essayent de tout faire. Et il y a eu un reportage sur Al Jazeera qui en parlait. Et jusqu'où ça va, ça? Parce qu'il semble qu'ils utilisent l'affaire iranienne, qu'ils ont créé les manifestations, les émeutes en Iran, puis qu'ils ont monté toute cette propagande derrière pour détourner l'attention des gens de la réalité, de ce qui se passe à Gaza, dans le sud du Liban. Tu sais, Nima, il y a des années, j'ai écrit plusieurs articles justement sur ce genre de récit. À une époque, on racontait énormément de bêtises sur l'Iran. Par exemple, pendant la guerre entre l'Iran et Saddam Hussein, quand il a envahi, on disait qu'ils envoyaient des enfants sur le front, qui couraient sur les champs de mines pour les déminer. C'était complètement inventé.
Et on ajoutait qu'on leur donnait des clés pour aller au paradis. Franchement, non, je n'ai jamais vu une chose pareille. Et personne n'a jamais vu ça sur les fronts iraniens. Mais ça s'appuie sur ces vieux clichés orientalistes. J'ai d'ailleurs écrit un article là-dessus parce qu'on retrouve ces histoires dans certains mémoires écrits par des Iraniens, notamment dans la diaspora. Mais tout ça, c'est de la propagande, du faux. J'ai même écrit un article universitaire pour répondre à ça. Et j'ai eu énormément de mal à le faire publier, parce qu'on m'a dit, eh bien, prouvez qu'il n'existe pas de clé du paradis. J'ai répondu, on ne peut pas prouver une négation. Mais j'étais un combattant dans cette guerre, et j'avais beaucoup d'amis qui l'étaient aussi. Alors j'ai dit dans un cas précis à la rédactrice en chef d'une revue académique très importante, si j'écrivais un article disant qu'en Irak, à l'époque où les États-Unis occupaient l'Irak, les soldats américains ont des clés du paradis, est-ce que vous accepteriez mon article? Et elle m'a répondu, non. Je lui ai demandé, pourquoi? Elle a dit, parce que ce serait une affirmation scandaleuse. Alors j'ai dit, d'accord, mais pourquoi, quand eux font des affirmations tout aussi scandaleuses sur l'Iran, et que je dis qu'elles sont fausses, c'est à moi de le prouver. Donc, si une accusation de ce genre vise des soldats américains, elle est immédiatement rejetée. Mais si ce sont des soldats iraniens, on la croit jusqu'à preuve du contraire. Et en réalité, il n'y a aucun moyen de la réfuter, parce que ce genre d'accusation est presque impossible à prouver fausse. Mais dans tous les cas, où par exemple, une autre de ces fausses accusations, c'était, et je pense que celle-là est encore plus grave, qu'il disait que des prisonnières iraniennes, membres d'organisations terroristes, étaient violées puis exécutées. Et le pire, ce n'est même pas ça. Le pire, c'est qu'ils affirmaient que ces viols avaient une justification religieuse. Selon eux, si une femme n'a jamais eu de relations sexuelles et qu'elle meurt, elle va au paradis. Alors ils disaient qu'on les violait pour les empêcher d'y aller. Et d'où vient cette absurdité? Quelles sont vos sources, au juste? Quels livres religieux disent ça? Aucun. Tout est faux. C'est un mensonge, mais c'est un mensonge très répandu. Je veux dire, aujourd'hui je ne sais pas, mais dans les années 90 et au début de ce siècle, avec des livres comme Lire Lolita à Téhéran d'Azar Nafisi et tous ces autres récits, y compris des ouvrages d'histoire sur l'Iran, on trouvait souvent ce genre d'histoire. Des enfants envoyés sur des champs de mines, des clés pour le paradis, des femmes prisonnières violées avant leur exécution. Tout ça circulait énormément. La différence, aujourd'hui, c'est qu'ils commettent toutes ces atrocités sous les yeux du monde entier, depuis 2 ans et demi. Et l'Occident essaie de le justifier, de le cacher ou de l'ignorer. Les gens le voient bien maintenant. Alors, quand ils essaient encore, et qu'ils savent que l'Iran s'oppose au génocide à Gaza et aux attaques génocidaires au Liban, les gens ne perçoivent plus la propagande comme avant. À l'époque, beaucoup étaient bien plus naïfs. Ils avalaient sans broncher les absurdités diffusées par les médias occidentaux, les manuels scolaires, les maisons d'édition ou les think tanks. Aujourd'hui, ils se disent, eh bien, en fait, les Iraniens sont les seuls à vraiment combattre ce génocide, aux côtés de l'axe de la résistance. Et donc, ces gens qui commettent le génocide accusent l'Iran de meurtre de masse, de viol et de tout ça. Mais en réalité, c'est eux qui le font. Ils utilisent des chiens, leurs hommes, et ils ne vont pas en prison. Au contraire, ils sont célébrés en Israël pour avoir violé des gens, jusqu'à la mort. Alors, les gens n'y croient plus. Ils voient le génocide, ils voient les faux chiffres, et ils font plus de recherches qu'avant, parce que beaucoup plus de personnes sont actives, comme je le disais tout à l'heure. Avant, quand je publiais quelque chose, j'avais peut-être 100 ou 200 mentions « j'aime » ou quelques partages. Maintenant, ça circule beaucoup plus largement, et pas seulement
pour moi, pour beaucoup d'autres aussi. Aujourd'hui, il y a tellement de jeunes qui sont tellement talentueux que j'ai l'impression de ne plus être vraiment important. Je ne joue pas un grand rôle parce qu'il y a plein de gens formidables qui font des choses vraiment bien, pas seulement des Iraniens, mais des gens du monde entier. Les gens ne croient plus à cette propagande. Ils voient bien que, vous accusez l'Iran de viol, alors que c'est vous qui le faites, ou que vous laissez vos alliés le faire. Vous accusez les Iraniens d'avoir tué, 80 000 personnes, ou 40 000, en 48 heures, juste des gens dans la rue. Mais depuis 2 ans et demi, c'est vous qui rasez Gaza et le Liban aussi. Les gens n'achètent plus ce genre de discours. Et je pense que c'est clair qu'à travers ces accusations contre l'Iran et la résistance, ils essaient de redorer l'image du régime sioniste. Mais c'est impossible, ça n'arrivera jamais. Et je crois qu'aujourd'hui, partout dans le monde, le soutien à l'Iran est mondial, tout comme le soutien à l'axe de la résistance. La colère et l'hostilité envers le sionisme et l'ethnosuprémacisme sont mondiales aussi. D'ailleurs, si vous avez vu mon entretien avec Piers Morgan, il a refusé de répondre à ma question quand je lui ai demandé s'il considérait qu'un régime fondé sur l'ethnosuprémacisme pouvait être légitime ou non. Il a refusé 3 fois. Pourquoi? On sait très bien pourquoi. Parce que s'il répondait franchement, il aurait des ennuis. Et vous savez, c'est en gros ce que nous avons tous compris au cours des 2 dernières années et demie. Quand il s'agit d'Israël et du sionisme, là, c'est une ligne rouge frontisse. Professeur Marandi, quels sont aujourd'hui les principaux obstacles dans les négociations avec les États-Unis? Et comment voyez-vous la position de l'Iran, notamment en ce qui concerne le détroit d'Ormuz et le programme nucléaire iranien? Je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui. Après tout, la réponse iranienne est écrite. Et je suis sûr qu'il y aura aussi un échange verbal, des discussions en cours, un aspect oral avec les Iraniens et aussi avec les Pakistanais à qui nous allons parler. Mais je pense que la partie principale est écrite, parce que l'Iran ne veut pas que quoi que ce soit mal interprété ou mal compris. Donc, on va devoir voir. Mais les Iraniens ont toujours été prêts à faire preuve de souplesse, à montrer leur bonne volonté, sans pour autant renoncer à leur souveraineté. Et je pense que la guerre en elle-même aurait dû suffire à montrer aux États-Unis que l'Iran ne se soumettra pas et ne renoncera pas à ses droits souverains. Il est prêt à être flexible, mais il l'a déjà été. Et c'est là que Trump, le JCPOA, qui en réalité n'était pas un très bon accord pour l'Iran, parce que les Américains ne le respectaient déjà pas sous Obama. L'accord était mal conçu, et les Iraniens ont commis des erreurs dans ce cadre-là. Mais malgré tout, l'Iran l'a appliqué. À l'époque, les Iraniens ont signé le JCPOA parce qu'ils étaient prêts à faire preuve de souplesse. Mais même à ce moment-là, personne n'était disposé à sacrifier la souveraineté de l'Iran. Aujourd'hui, après 2 guerres en moins d'1 an, et face à l'échec du régime israélien, des États-Unis et de leurs alliés dans la région, il n'y a absolument aucune raison de penser que l'Iran renoncera à sa souveraineté. Donc si les États-Unis sont vraiment sérieux au sujet de leurs inquiétudes concernant le programme nucléaire iranien, ce problème peut être résolu. On avait déjà un accord auparavant, mais il reste à voir ce que les États-Unis veulent faire. D'après ce que j'entends, Trump voudrait une porte de sortie, mais les Israéliens et le lobby sioniste aux États-Unis ne le laisseront pas l'avoir. Je vais vous donner un exemple de moment où il aurait pu l'avoir, cette porte de sortie. Quand l'Iran a refusé de laisser passer ses navires supplémentaires dans le détroit d'Ormuz, à cause du massacre de Netanyahou au Liban, après quelques jours, Trump a imposé un blocus sur les ports iraniens.
Mais l'Iran a continué à bloquer le passage de ces navires jusqu'à ce que Netanyahou accepte le cessez-le-feu. D'accord? Et ensuite, l'Iran a dit, très bien, ces navires supplémentaires, conformément à notre accord avec les Américains, notre accord de cessez-le-feu, peuvent passer. Mais Trump, il aurait pu saisir cette porte de sortie. Il aurait pu dire, bon, maintenant que les Iraniens rouvrent le détroit pour la plupart de ces navires supplémentaires, je vais lever le blocus. Ça aurait été excellent. Et vous connaissez Trump, il aurait pu présenter ça comme une victoire, même si ça n'en était pas vraiment une. Il aurait trouvé le moyen de le tourner ainsi. Mais il ne l'a pas fait. Il a choisi d'escalader. Il a dit, je maintiens le blocus. Et alors les Iraniens ont répondu, eh bien, si c'est comme ça, on ne laissera pas passer ces navires. Donc, quand on dit qu'il cherche une porte de sortie, eh bien, le cessez-le-feu, c'était une excellente occasion. Mais il ne l'a pas saisie. Donc, il m'est impossible de dire ce qu'il veut faire ou ce qu'il sera obligé de faire. Encore une fois, je parle souvent de Joe Kent, un responsable nommé par Trump à la tête du contre-espionnage. Il a déclaré que l'Iran ne représentait aucune menace, que l'Iran ne cherchait pas à se doter de l'arme nucléaire et que cette guerre était celle d'Israël, une guerre sioniste. Alors, quand il dit ça, je ne pense pas qu'en 60 jours, le monde ait tellement changé que la situation soit différente aujourd'hui. Même si, à mon avis, ce que l'Iran essaie de faire, c'est d'exercer une pression économique pour pousser les États-Unis à faire passer leurs propres intérêts avant ceux du régime israélien. Alors, est-ce que ça va marcher ou pas? Seul le temps nous le dira. Mais ce que l'Iran cherche à faire, c'est mettre tellement de pression sur les États-Unis qu'à un moment, les Américains disent aux Israéliens « on ne peut plus continuer comme ça. Il faut qu'on pense à notre propre économie. Elle est en très mauvaise posture. Notre armée a souffert à cause de cette guerre. Donc, on doit donner la priorité à nos propres intérêts avant ceux du régime israélien. » C'est ça que les Iraniens essayent d'obtenir. Je ne pense pas qu'on en soit encore là, mais je crois que c'est leur objectif final. Je voulais simplement rappeler que Joe Kent était le chef du contre-espionnage, professeur Marandi. Oui, Palme, la route en point. Dans le cas du détroit d'Ormuz, professeur Marandi, nous avons appris que le Parlement iranien est en train de décider de l'avenir du détroit d'Ormuz. Et l'Iran aurait déjà perçu certains droits liés à ce commerce. Où en est-on exactement? Est-ce que cela se passe en ce moment même? Eh bien, maintenant, ce détroit est fermé, grâce à Trump. Apparemment, certains navires iraniens arrivent encore à passer, à sortir et à entrer. Mais à part ça, aucun autre navire ne traverse, du moins à ma connaissance. Le blocus de Trump, oui, l'Iran recevait de l'argent des navires qui passaient par là, et cet argent allait au gouvernement. Et je pense qu'en ce moment, pour les négociateurs iraniens, l'essentiel, c'est le programme nucléaire iranien et la manière dont ils peuvent avancer là-dessus. Parce que la question du détroit d'Ormuz, elle, n'est pas négociable. C'est bien ça? C'est non négociable. Mais je ne pense pas que les Américains vont lâcher aussi facilement, parce que d'après ce que je sais, c'était aussi un point essentiel pour eux. D'un côté, ils voulaient faire partie de ce mécanisme de contrôle. Mais ailleurs, quand l'Iran a dit non, ils ont répondu que personne ne devait avoir autorité sur le détroit d'Ormuz. Les Iraniens ont alors dit aux Américains, je résume avec mes propres mots, ce n'est pas le golfe du Mexique. Non, c'est le golfe Persique. Donc vous n'avez aucun droit de contrôle sur le détroit. Mais c'est intéressant. D'un côté, les Américains disaient,
D'accord, soyons partenaires. Et ailleurs, quand l'Iran a refusé, il disait que personne ne devait pouvoir contrôler le détroit. Mais les Iraniens ne vont pas abandonner le contrôle du détroit. Et ce n'est pas seulement une question d'argent, Nima. Tu le sais bien. Une partie de tout ça, une grande partie même, concerne la sécurité. Les Iraniens ne veulent pas que les Américains reconstruisent leurs bases militaires dans le Golfe Persique. Et ils ne veulent pas que les régimes du Golfe servent de plateforme pour de nouvelles agressions contre l'Iran. Donc oui, une grande partie de cette affaire touche à la sécurité, mais une autre grande partie concerne aussi les réparations. Parce qu'au fond, ces pays du Golfe Persique doivent rendre des comptes pour le massacre de ces enfants, pour le massacre de familles, pour la destruction d'une grande partie des infrastructures. C'est vrai, les Américains et le régime israélien ont tiré les missiles. Mais si ces gouvernements n'avaient pas donné leur accord, les Américains n'auraient pas pu mener cette guerre. Et sans leur consentement, les Américains ne peuvent pas recommencer. Ils ne peuvent pas poursuivre la guerre. Sans les bases aériennes saoudiennes, sans l'espace aérien de ces pays, sans leur soutien financier, sans leurs bases, sans l'autorisation d'utiliser des zones civiles dans la région du Golfe Persique, les Américains ne peuvent pas mener une guerre. Qu'il s'agisse d'une attaque terrestre ou d'une frappe en profondeur à l'intérieur de l'Iran, comme près d'Ispahan, où ils ont tenté d'entrer pour enlever ou voler l'uranium iranien, ou encore de frappes de missiles et de drones. Sans ces pays, les Américains n'auraient pas pu faire cette guerre. Donc, ils sont complices. Zelensky s'est rendu en Arabie Saoudite. Qu'est-ce que le gouvernement ukrainien cherche à faire exactement? Est-ce que ça a un lien avec une forme de coopération militaire? Parce qu'en ce moment, Zelensky n'est pas dans une position favorable. Et on sait bien ce qui se passe en Ukraine. Mais ce qui est frappant, c'est cette espèce de désespoir dans certains pays arabes du Golfe, les pays du CCG. C'est presque incroyable. Qu'est-ce qu'ils attendent de Zelensky? What do they want from Zelensky? Je pense que Zelensky veut faire de l'argent. Il veut dire « Je peux vous offrir des capacités extraordinaires en matière de drones ». Mais il a déjà bien assez de problèmes comme ça. Et il est désespéré d'utiliser ce qu'il a pour combattre les forces armées russes. Je suis sûr qu'il y aura une forme de coopération, mais ce sera trop peu et trop tard. Les capacités de l'Iran en matière de drones sont absolument énormes. Et dans la région du Golfe Persique, il y a tellement de cibles, faciles à frapper, qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour empêcher l'Iran de riposter. Et ne vous y trompez pas. Si les Américains ou le régime israélien commencent à viser les infrastructures critiques iraniennes, l'Iran frappera les infrastructures critiques israéliennes. Celles du régime seront durement touchées, mais toutes ces dictatures familiales arabes du Golfe Persique verront aussi leurs infrastructures critiques détruites. Et l'Iran ne va pas se retenir. Il ne va pas ménager ses coups. On est maintenant à la fin du mois d'avril et chacun peut aller vérifier la météo. D'ici 3 semaines, voire moins, le temps dans le Golfe Persique va devenir beaucoup plus chaud et beaucoup plus humide. Et ensuite, les températures vont encore grimper et pendant 5 ou 6 mois, ce sera insupportable. Les troupes américaines, comme d'autres, vont avoir énormément de mal à supporter ces conditions dans la région dans les mois qui viennent. Mais il y a autre chose. Si l'électricité venait à être coupée dans ces pays, les gens seraient obligés de partir. Les Émirats se videraient. Tout le régime s'effondrerait. Alors, la chose la plus intelligente à faire pour ces dictatures familiales, ce serait de dire aux Américains « Vous n'avez pas le droit d'utiliser notre territoire ». Mais elles n'ont pas ce genre de liberté d'action. Voici ce que les sources pakistanaises viennent tout juste d'annoncer.
les chances de reprise du deuxième cycle de discussion entre les États-Unis et l'Iran s'amenuisent rapidement, car Téhéran n'est toujours pas prêt à rencontrer la délégation américaine. Et selon Reuters, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a remis une liste de demandes au médiateur pakistanais. Je pense que l'Iran essaie, d'une certaine manière, de faire passer le message qu'il doit y avoir certaines conditions préalables avant que la rencontre ait lieu. Quelles sont ces conditions? Quels sont ces points essentiels ou cruciaux du côté iranien? Eh bien, la violation du cessez-le-feu par les États-Unis. Les États-Unis ont imposé un blocus sur les ports iraniens. Ce sont des actes de guerre. Le cessez-le-feu était très clair et ses conditions l'étaient aussi. Et en plus, les États-Unis ont attaqué des navires iraniens. Ils ont détourné des navires iraniens. Tout cela, ce sont des actes de guerre et des violations. Donc, j'imagine que l'Iran exigera la levée du blocus et le retour de tous les navires iraniens qui ont été détournés, voire d'autres choses encore. Mais ces deux points, j'imagine, seraient en tête de liste. Parce que souviens-toi, Nima, comment l'Iran pourrait-il négocier avec les États-Unis si les États-Unis ne respectent même pas leurs engagements actuels? De quoi voulez-vous qu'on parle? Imaginez que je vous vende une voiture. Vous la payez, mais je ne vous la remets pas. Je garde la voiture. Et ensuite, je viens vous dire, je ne sais pas. Maintenant, j'ai une machine à laver à vous vendre. Et vous me répondez, eh bien, commencez déjà par me donner la voiture. Franchement, pourquoi quelqu'un achèterait autre chose à une personne qui retient encore la marchandise qu'elle lui a déjà vendue? Les Américains ont un accord avec l'Iran. C'est un accord de cessez-le-feu. L'Iran a certaines obligations, les Américains en ont aussi. Mais les Américains estiment que les Iraniens doivent remplir leurs obligations, alors qu'eux, ils n'auraient pas à le faire. C'est comme ça qu'ils se comportent. C'est ça, la logique de l'Empire. C'est ça, leur soi-disant exceptionnalisme. Le problème avec le JCPOA, c'était justement ça. Obama avait des obligations, et l'Iran aussi. Les Iraniens ont commis l'erreur de remplir leurs obligations, alors qu'Obama, dans la plupart des cas, ne l'a pas fait. Résultat, pour l'Iran, le JCPOA a été un échec. Cette fois, les Iraniens ne vont pas négocier de la même manière. Ils disent, d'accord, on ne signera que si vous respectez, vous aussi, vos engagements. Si vous ne le faites pas, nous non plus. Alors quand le régime israélien a déclaré « Nous ne faisons pas partie du cessez-le-feu », l'Iran a répondu « Si, vous en faites partie ». Le Premier ministre pakistanais l'a reconnu aussi. Donc, nous non plus, nous n'allons pas remplir nos obligations tant que vous ne respecterez pas les vôtres. Plus tard, quand Trump a dit « Eh bien, je maintiens le blocus, même si vous respectez vos engagements », les Iraniens ont répondu « Non, ça c'est une violation du cessez-le-feu ». Alors eux non plus n'ont pas voulu appliquer leurs engagements. À mon avis, et je précise que je n'ai pas connaissance des demandes iraniennes, ni du contenu de la lettre que le docteur Ghalibaf a remise au haut responsable pakistanais. J'imagine que le message est le suivant. Pour qu'on puisse passer à une deuxième phase de négociation, il faut d'abord que ce qui a déjà été convenu soit entièrement mis en œuvre par les deux parties. Je pense, professeur Marandi, que beaucoup de gens estiment que le Liban, et non l'Iran, ne sera pas abandonné. Le Liban fait partie de l'accord. Le Liban est et restera toujours un élément essentiel pour les négociateurs iraniens. Et nous savons bien ce qui se passe en ce moment au Liban. On parle d'un cessez-le-feu, mais ce n'en est pas vraiment un. C'est en quelque sorte un cessez-le-feu entre le gouvernement israélien et le gouvernement libanais. Mais ils continuent d'attaquer les habitants du sud du Liban. Ils frappent, ils détruisent, ils rasent tout dans le sud du pays. Et le Hezbollah est capable de « Ah, on vient de perdre le professeur Marandi. Il va revenir dans une minute. »
Ce que j'essaye de dire, c'est que le Liban est aujourd'hui extrêmement important pour l'Iran et que l'Iran ne peut pas laisser le Liban livré à lui-même. And Iran cannot leave Lebanon alone because if Iran Parce que si l'Iran ne soutient pas le Liban, ça n'a aucun sens pour la population. Les nouveaux sondages en Iran montrent que plus de 80% des gens pensent que l'Iran doit soutenir les actes de résistance. En clair, ils doivent soutenir le Hezbollah au Liban. Et c'est la question essentielle en ce moment. Quelle est la place du Liban dans les négociations en cours entre l'Iran et les États-Unis? Et comment l'Iran défendrait-il le Hezbollah? C'est la seule force aujourd'hui. Le professeur Marandi est de retour. Professeur, je disais que la seule raison pour laquelle Israël n'occupe pas ou ne détruit pas le Liban, comme il l'a fait à Gaza et en Cisjordanie, c'est à cause du Hezbollah. Alors, quelle est la place du Liban dans ces négociations entre l'Iran et les États-Unis? Where is Lebanon in these negotiations between Iran and the United States? Well, this connection is not very good. Bon, ma connexion n'est pas très bonne, alors j'espère que je ne vais pas être coupé. Le gouvernement libanais conspire avec le régime israélien et Trump contre le peuple du Sud, et ce sont des traîtres à leur propre pays. Quand l'Iran et les États-Unis sont parvenus à un accord sur le cessez-le-feu, le Premier ministre et le Président ont essayé de saboter cet accord. Ils ont dit « on va chercher un cessez-le-feu par une autre voie », ce qui était absurde, parce que l'accord existait déjà, et ils auraient pu obtenir ce cessez-le-feu sans payer le moindre prix politique. Mais le régime israélien a mené de grandes attaques, puis a envahi le Sud, et il occupe maintenant une partie du Sud à cause de ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, c'est une trahison sous tous les angles. Ils ont cherché à comploter avec Netanyahou contre leur propre peuple. Mais les Iraniens ne vont absolument pas lâcher le Liban. Je vais le dire comme ça. L'Iran traitera le Liban comme il traite son programme nucléaire. Il le traitera comme il gère ses propres frontières. Il ne permettra pas que le Liban soit sacrifié, peu importe le temps que ça prendra, peu importe le prix à payer. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi Trump a-t-il imposé un blocus sur les ports iraniens? Parce que l'Iran refusait de laisser passer les navires tant que le cessez-le-feu au Liban n'était pas appliqué. C'est donc à cause du Liban que l'Iran a bloqué ces navires. Et c'est parce que l'Iran les a bloqués que Trump a imposé ce blocus. L'Iran est prêt à faire des sacrifices pour ses alliés, et il continuera à le faire. Il ne laissera pas le sud du Liban rester occupé. C'est une guerre dure, une guerre difficile, et il se peut que des jours très sombres arrivent. Mais la détermination de l'Iran est parfaitement claire. Oui, merci beaucoup, professeur Marandi, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Great pleasure, as always. C'est toujours un vrai plaisir d'être avec toi, Nima. Merci de m'avoir invité. Merci.